Bonjour. Le mardi 31 mars dernier, suite au message à la nation du chef de l'État et en application de ses instructions, le Premier ministre a, par vidéoconférence, fait l'état actuel de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus et annoncé deux plans distincts, à savoir un plan de riposte sanitaire de 95 milliards et un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1,7 milliard. Le sujet de notre préoccupation de ce jour porte sur le plan de soutien économique, social et humanitaire avec sa série de mesures économiques et sociales en faveur des entreprises et des ménages. Je voudrais remercier le Premier ministre pour ces mesures qui, je l'espère, porteront des fruits pour le bonheur des populations ivoiriennes. Toutefois, nous savons que l'atteinte de cet idéal dépend de l'efficacité et de la pertinence des mesures prises. Malheureusement, une analyse du plan de soutien économique et social de 1,7 milliard présenté par le Premier ministre laisse dubitatif sur l'efficacité des mesures préconisées en raison du déficit de précision dont souffrent certaines de ces mesures, ce qui pourrait en limiter la portée. Pour l'essentiel, ce plan prévoit trois types de mesures. Les mesures de soutien aux entreprises, les mesures d'appui à l'économie et enfin les mesures sociales en faveur des populations. Les mesures de soutien aux entreprises visent globalement à soulager la trésorerie des entreprises et à préserver l'emploi par la suspension des contrôles fiscaux pour une période de 3 mois, le report de 3 mois du paiement des taxes forfaitaires pour les petits commerçants et artisans, le différement pour une période de 3 mois du paiement des impôts, taxes et versements assimilés dus à l'État ainsi que des charges sociales du fait des difficultés de trésorerie des entreprises. La réduction de 25% de la patente de transport, le différement pour une période de 3 mois du paiement de l'impôt sur les revenus des capitaux aux entreprises du tourisme et de l'hôtellerie qui éprouvent des difficultés. L'exonération des droits et taxes de porte sur les équipements de santé matériels et autres intrants sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'annulation des pénalités de retard dans le cadre de l'exécution des marchés et commandes publiques avec l'État et ses démembrements durant la période de crise. Le remboursement des crédits de TVA dans un délai de 2 semaines grâce à un allègement des contrôles a priori et le renforcement des contrôles a posteriori. Le paiement de la dette intérieure, notamment aux entreprises des sous-secteurs sinistrés du fait de la crise, en privilégiant les factures inférieures à 100 millions pour atteindre le maximum d'entreprises, en particulier les PME et les TPE. Hormis la promesse de paiement de la dette intérieure aux entreprises des sous-secteurs sinistrés du fait de la crise, cette disposition se résume à un report des obligations fiscales et sociales des entreprises dont les activités souffrent des mesures de sauvegarde sanitaire. Par ailleurs, pour des raisons qui nous échappent, le coût de ces mesures n'a pas été précisé. C'est le lieu de rappeler que ces mesures sont du même ordre que celles que le président du FPI, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, avait proposées dans son message du 28 mars dernier. Nous nous en réjouissons. Les mesures d'appui à l'économie d'un coût de 650 milliards consistent notamment à la mise en place d'un fonds de soutien au secteur privé pour un montant de 250 milliards, prenant en compte le renforcement du soutien aux PME pour au moins 100 milliards et à la mise en place des fonds de garantie afin d'avoir un effet de levier sur l'accès au crédit, à la mise en place d'un fonds spécifique d'appui aux entreprises du secteur informel touché par la crise pour un montant de 100 milliards, au soutien aux principales filières de l'économie nationale, notamment l'anacarde, le coton, l'EVA, le cacao, le palmier à huile, le café, pour un montant de 250 milliards, au soutien à la production vivrière, maraîchère et fruitière
pour un montant de 50 milliards, dont 20 milliards au titre des intrants. Enfin, en ce qui concerne les mesures sociales en faveur des populations, le plan envisage de décaler pour l'ensemble des abonnés les dates limites de paiement des factures d'électricité et d'eau d'avril à juillet 2020 et de mai à août 2020. Prendre en charge les factures d'électricité et d'eau devant être payées en avril et en mai 2020 des couches défavorisées, c'est-à-dire des ménages abonnés au tarif social d'électricité et des ménages facturés uniquement dans la tranche sociale pour l'eau. Cela concerne plus d'1 million de ménages, soit environ 6 millions de nos concitoyens. Instaurer un fonds de solidarité pour un montant de 170 milliards en vue de financer les populations les plus vulnérables dans le cadre du soutien humanitaire d'urgence à travers notamment l'élargissement du champ des filets sociaux, renforcer le contrôle des produits de grande consommation et appliquer des sanctions aux contrevenants, inciter les propriétaires de logements à faire preuve de souplesse et à discuter avec leurs locataires. De toutes ces dispositions que je viens de citer, il convient de noter que la seule mesure chiffrée est celle relative à la création du fonds de solidarité pour un montant de 170 milliards pour l'élargissement des filets sociaux. Par ailleurs, il ressort de l'analyse des principales mesures économiques et sociales que le report des échéances fiscales et sociales en vue de soulager la trésorerie des entreprises en difficulté n'entraîne ni décaissement, ni abandon de ressources de la part de l'État. Il n'occasionne donc pas un financement quelconque par l'État. Dès lors, il n'y a logiquement pas lieu de les comptabiliser dans le plan de riposte de 1,7 milliard. Je note également que les conditions d'accès aux mesures d'appui à l'économie estimées à 650 milliards ne sont pas précisées. Il en est de même des 150 milliards destinés au secteur privé dont on ne sait s'ils seront distribués aux entreprises sous forme de prêts ou de remplacement du chiffre d'affaires perdu, ou alors s'ils seront mis dans les caisses des organisations patronales. Aujourd'hui, rien ne permet de savoir si les 100 milliards prévus pour le fonds de garantie serviront à créer un établissement financier de garantie ou s'ils seront gérés par le gouvernement. De toute évidence, les 100 milliards prévus pour soulager et moderniser le secteur informel est totalement insuffisant. En effet, ce montant est largement en dessous des besoins réels de ce secteur qui, à lui seul, représente 80% de l'essentiel de l'activité économique de notre pays. Pour ce secteur, il est nécessaire de mettre en place un écosystème constitué d'une banque dédiée, d'une fiscalité spécifique et d'un réseau d'infrastructures de production à travers tout le pays. Les propositions du Premier ministre risquent de laisser pour compte le secteur informel, moteur de notre économie, et donc de ne pas prendre en compte de nombreux concitoyens, dès lors que concrètement, rien n'a été spécifiquement prévu pour soutenir nos braves paysans, cultivateurs, pêcheurs, qui voient leur chiffre d'affaires largement compromis avec la baisse des activités et donc des revenus de leurs clients. La prise en charge de l'État des factures d'électricité et d'eau. Or, les ménages abonnés au tarif social d'électricité et facturés uniquement dans la tranche sociale de l'eau n'a pas été chiffré. Cependant, selon nos estimations, cela ne devrait pas coûter plus de 43 milliards sur 3 mois pour 1,2 million ménages. En effet, en supposant que le nombre d'abonnés au tarif social soit passé de 1,060 860 personnes en 2018 à 1,2 million en 2020, avec une facture d'électricité et d'eau combinée de 12 000 francs par mois, cela fait 14 milliards 400 millions par mois, soit effectivement les 43 milliards sur 3 mois. En ce qui concerne les filets sociaux, et selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement lui-même, ce programme nécessite un budget annuel de 18 milliards pour 127 000 familles démunies.
soit environ 142 000 par an par famille démunie, ou encore 11 811 francs par mois. Sur cette base, si le gouvernement décidait d'étendre les filets sociaux aux 1 60 860 abonnés sociaux sur 12 mois, cela ne coûterait à l'État que 150 milliards et non 175 milliards comme annoncé. Au total, en faisant le compte des investissements prévus par le gouvernement au titre de son plan de riposte économique, il ressort concrètement à 968 milliards, soit pratiquement la moitié des 1700 milliards annoncés par le Premier ministre. L'absence de précision et d'éléments d'information sur la source de financement de ce programme, contrairement aux propositions du président Afin Guessan, qui, elles, étaient chiffrées et détaillées, révèle la précipitation dans laquelle il a été préparé. De même, le recours à un décret instituant l'état d'urgence sur la base d'une loi désuète de 1959 explique en partie la faiblesse du cadre juridique et institutionnel servant de support aux actions en faveur de la lutte contre la pandémie du Covid-19. C'est pourquoi le président Afin Guessan avait proposé au gouvernement de faire adopter par ordonnance une loi sur l'urgence sanitaire, adaptée à la circonstance. Pire, rien dans ce programme n'annonce de façon chiffrée un quelconque renforcement du dispositif des mesures sanitaires, notamment en ce qui concerne les achats d'équipements et de médicaments. De même, aucune mesure concrète n'a été prise relativement aux baux d'habitation et professionnels. Pourtant tous, nous savons que le paiement des loyers sera un réel problème pour certaines entreprises qui ont été sommées d'arrêter leurs activités ou qui ne peuvent plus exercer à cause du couvre-feu. C'est aussi le cas pour la protection des salariés contre les licenciements abusifs dans cette période de crise. En définitive, l'on est en droit de douter de la pertinence et de l'efficacité des mesures prises par le gouvernement, tant elles sont imprécises, incertaines et en décalage avec les besoins réels des populations, des ménages et des entreprises en cette période trouble. La lutte contre le coronavirus doit être l'affaire de tous, loin de toute instrumentalisation de cette pandémie à des fins électoralistes, comme malheureusement nous pouvons le constater avec des dons ciblés en faveur de certaines populations, au nom du Premier ministre et non en celui de l'État de Côte d'Ivoire. À situation exceptionnelle, stratégie adaptée. Les circonstances actuelles appellent au rassemblement de toutes les forces de la nation ivoirienne pour relever le défi de la pandémie du Covid-19. Je vous remercie.